Pendant que nous parlons gentiment de la crise qui ravage les États du sud de l'Europe, nous oublions quelque chose, qui est que les États dont il est question n'existeront peut-être plus tels quels d'ici quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils auront éclaté, sous la pression des régionalismes. D'abord, un petit tour d'actualité. L'Europe d'après 1945 s'était basée sur des frontières qui ne bougeaient plus. On ne voulait plus revoir un dirigeant exiger des territoires à ses voisins, comme l'avait fait un certain chef d'État allemand avec les Sudètes, ou l'Autriche, ou Danzig. Désormais terminé. Dès la fin des années 40, l'Europe est figée dans la guerre froide. Le rideau de fer ne bougera plus d'1 centimètre pour 40 ans. Puis l'Allemagne se réunifie, et 3 États explosent. La Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie. Alors, la boîte de Pandore fut à nouveau ouverte. Si les États pouvaient se découper ainsi de suite, pourquoi ne pas faire la même chose en Europe de l'Ouest? Il faut dire que bien des chantiers étaient déjà ouverts, et certains étaient même très actifs depuis des décennies. C'était d'abord les îles britanniques. En Irlande du Nord, la situation s'est calmée dans les années 90. L'indépendantisme écossais, lui, renaissait de plus belle. Rappelons que l'Écosse était un royaume indépendant jusqu'à 1707, et que le pétrole de la mer du Nord, aujourd'hui, pourrait en faire une seconde Norvège. Un scénario qui pourrait se réaliser dans pas longtemps. En fait, peut-être dès 2014, par référendum. C'est ce que vient d'accorder David Cameron, le Premier ministre britannique, aux indépendantistes du Scottish National Party. Pour l'instant, les sondages donnent les indépendantistes perdants. Mais qui sait ce qui arrivera en 2 ans? Voyons aussi le Pays basque. Au départ, le nationalisme basque moderne a été dopé par la résistance au franquisme. Puis ce fut une lutte pacifique avec des partis autonomistes et une autre lutte violente avec l'ETA contre l'État espagnol. Après, vient la Catalogne. La première destination touristique d'Espagne est une région qui a su maintenir sa langue propre. Et c'est également une des plus riches. Elle dispose d'un statut d'autonomie depuis 1977. Une autonomie accrue en 2006. Il y a aussi les régionalismes italiens, surtout au nord. Un régionalisme qui a même créé un parti, la Ligue du Nord. Un parti qui voulait créer un État indépendant de Padanie pour ne plus payer pour le sud de l'Italie. Et ce, avant que les leaders nordistes ne s'assagissent vers l'autonomisme en participant au gouvernement de Rome. Mais l'État de loin le plus fragile, c'est bien évidemment la Belgique. Et récemment, les indépendantistes flamands ont emporté Anvers au municipal, mais sans qu'on puisse avec certitude dire qu'ils progressent dans toute la Flandre. Mais une nouvelle percée électorale est toujours possible. Une percée qui finirait de transformer la Belgique en confédération. Et chacun sait qu'une confédération, c'est comme une fédération. À la con. Posons la question maintenant. Y a-t-il des raisons de s'opposer aux séparatismes régionaux? Avant toute chose, voyons les motivations des régionalistes et séparatistes. Commençons par l'argument géopolitique. Il y a pas mal de gens pour considérer que les nations, c'est dépassé. Enfin, les nations vieille école comme l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, les nations qui se sont forgées en plusieurs siècles, ou qui se sont affirmées au XIXe siècle, comme l'Italie. Des nations qui ont eu un objectif en commun. Être une véritable puissance, suffisamment grande pour compter en Europe et dans le monde. Des nations qui se sont basées sur une langue enseignée à tout un pays. Certains partent du principe qu'un pays n'a plus besoin d'être puissant aujourd'hui en Europe, puisqu'il n'y a plus qu'une Europe et plus de nations, et qu'à la place des nations, on va mettre des régions. En effet, sinon, pourquoi avoir fait des fonds régionaux européens? Pour rappel, ces fonds sont un des principaux budgets de l'Union européenne, et de la communauté européenne avant elle. Et pourquoi avoir fait des projets de groupement de régions européennes, par-delà les Pyrénées ou le Rhin? Et qui dit région dit identité régionale. Alors, pour renforcer celle-ci, on fait passer une charte des langues régionales, ou des langues minoritaires, histoire de mettre le plus de gens dans le coup. L'argument moral des régionalistes, c'est de rendre soi-disant leur liberté au peuple. Les peuples de nations minoritaires, ce qui se serait fait en fait prendre leur indépendance et leur culture par d'autres pays. Ainsi la Bretagne ou la Corse par la France. Et les régionalistes prétendent que c'est l'éducation nationale et le centralisme français qui auraient fait reculer le breton, l'occitan ou le corse. Émietter les États sur des bases ethniques et régionalistes, ce serait donc une réparation de cet impérialisme culturel. Maintenant, voyons les raisons de s'opposer au régionalisme et au séparatisme. Et commençons par les mauvaises raisons. En premier lieu, par l'argument du complot mondialiste. Il y a ceux qui disent que le développement des régionalismes fait partie d'un plan. Un plan ourdi à plusieurs niveaux. Américain, européen, allemand. Américain, car l'éclatement des États européens de taille moyenne, comme la France, l'Espagne ou l'Italie, créera des États plus petits. Donc des États qui auront encore plus besoin qu'auparavant de la protection militaire de l'OTAN. Européen, car plus de petits États, ça veut dire une cacophonie telle que ces petits pays n'auront pas d'autre choix que d'accepter le fédéralisme européen. Au niveau allemand, enfin, car l'Allemagne, elle, n'a pas de région séparatiste. Les minorités slaves qui vivaient dans l'est de l'Allemagne actuelle au Moyen-Âge ont été absorbées. L'Allemagne s'est constituée en État sur le tard, au XIXe siècle. Ses frontières légales n'ont pas couvert toutes les terres ethniquement germaniques. Par exemple, l'Alsace, l'Autriche ou jadis les Sudètes tchèques. Ce qui a généré de sanglantes péripéties au XXe siècle. Aujourd'hui encore, l'Allemagne affaiblie géographiquement n'a pas de région ethniquement très différente des autres. Pas de région ou de land qui ait sa propre langue, comme la Catalogne ou la Corse. L'Allemagne peut donc soutenir les séparatismes chez les autres sans craindre la réciprocité. Elle se retrouverait alors la seule puissance en Europe, la France, le Royaume-Uni ou l'Espagne, ou encore l'Italie, étant éclatée en plusieurs États. Et on pourrait avoir la confirmation de cette théorie avec l'existence de l'UFCE, un lobby basé et soutenu en Allemagne,
Cette petite organisation tente d'assister les différents mouvements régionalistes en Europe, et elle dessine des cartes d'une Europe redécoupée selon des frontières ethniques, des frontières réelles ou fantasmées par des lobbyistes, pour qui l'identité française ou italienne n'existe pas. Si les Européistes sont régionalistes, n'oublions pas que l'inverse est vrai. Ni les indépendantistes écossais, ni les flamands ou catalans n'envisagent de quitter l'Union européenne. Le récit du plan régionaliste européen, allemand et américain semble crédible. Des auteurs tels que Pierre Hillard ont documenté l'existence de projets régionalistes soutenus par l'Union européenne. Mais soutenus, ça ne veut pas dire directement créés. On sait que les européistes n'ont pas toujours eu de chance avec les élections. Par exemple, en 2005, en France et aux Pays-Bas, l'Union européenne n'arrive même pas à mobiliser 50% des électeurs pour les élections européennes, dans la plupart des pays membres. Alors comment pourrait-on imaginer que les eurofédéralistes seraient à eux seuls responsables des poussées indépendantistes en Flandre ou en Écosse? Que l'Union européenne donne des clins d'œil favorables à certaines régions, c'est une chose. Qu'elle favorise les autonomies, les euro-régions transfrontalières, passe encore. Mais on ne peut pas réduire la montée des régionalismes à l'action européiste. Si l'argument du plan concerté contre les nations n'est pas bon, d'autres ne valent pas mieux, comme celui qui consiste à opposer les nations et les régions. La faille, c'est que, justement, quelles sont les vraies nations? La Flandre est-elle moins une nation que la Belgique? L'Écosse n'est-elle pas une nation, avec son histoire ancienne de royaume indépendant, ses combats, ses héros, sa langue? Pareil pour la Catalogne, la Sardaigne ou Venise. On peut très bien craindre une Europe morcelée en petits pays de quelques millions d'habitants, une Europe où la seule langue de communication entre pays serait l'anglais, une Europe sous domination des USA ou de l'Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que ces petits pays ne seraient pas des nations. L'argument selon lequel il faut défendre la nation française au nom de la diversité des nations est un argument ambigu. On peut parfaitement le retourner pour défendre la Bretagne, la Corse ou le Pays Basque. Passons maintenant au véritable argument contre la fragmentation des États-nations. Le meilleur argument que ces nations ont pour elles, c'est leur solidité au regard de l'histoire. Aussi le fait qu'elles ont réussi à être des puissances. Une nation, à quoi ça sert? Ça sert à donner une puissance à ceux qui y habitent, pour les défendre. Mais encore faut-il que ces nations soient un minimum démocratiques pour que les citoyens soient défendus contre le pouvoir national lui-même. Une nation très petite ne peut quasiment rien faire en dehors de ses frontières. Elle peut décider d'être neutre et de servir de pays médiateur, c'est ce que fait la Norvège. Mais si elle veut pouvoir se défendre ou prêter assistance à une autre nation, une nation doit avoir une taille suffisante. Cependant, il est vrai qu'une nation de très grande taille peut difficilement être démocratique. Les deux plus grandes démocraties du monde sont les USA et l'Inde. Aux USA, le fédéralisme est une nécessité pour qu'il y ait démocratie. Et au niveau fédéral, seuls deux partis peuvent s'affronter, ce qui diminue considérablement l'éventail des choix possibles. Pour qu'il y ait une démocratie, à l'échelle de centaines de millions de gens, il faut plusieurs choses. Que les habitants utilisent une même langue, et qu'ils se reconnaissent des intérêts nationaux communs. Les USA et l'Inde y sont tant bien que mal parvenus. Mais ce n'est pas le cas pour l'Europe, qui n'a ni langue, ni intérêt national commun. Donc vouloir un État toujours plus grand, à l'échelle européenne, ne se justifie en rien. Vouloir créer l'Europe par le bas, en divisant les États, c'est créer la pire des situations possibles. Une Union européenne, dans laquelle peu de peuples se reconnaissent, peut difficilement être une démocratie. Des États-régions de quelques millions d'habitants n'ont pas de puissance à offrir à leur peuple. Les États-nations forgés par l'histoire sont certes imparfaits, mais ils sont les seules constructions politiques à avoir pu conjuguer à la fois des peuples et des puissances. Peuple et pouvoir. En somme, la démocratie.